Je suis rentré chez moi après une garde de 12 heures au SMUR et ma femme avait fait changer toutes les serrures. Mes vêtements étaient éparpillés sur le trottoir dans des sacs poubelles noirs. Elle se tenait sur le pas de la porte, les bras croisés, le regard de marbre. « Cette maison n'est plus la tienne », m'a-t-elle lancé, « prends tes affaires et tire-toi. » Je m'appelle Mathieu. Je suis ambulancier. J'ai enchaîné les doubles gardes tout le mois pour couvrir notre crédit immobilier après que ma femme, Léa, a perdu son emploi. Je suis resté là, sur notre pelouse, à la fixer sans comprendre. « De quoi tu parles ?» j'ai demandé. « Je te dis que tu déménages aujourd'hui », a-t-elle répondu. « Léa, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait ?»« Ce qui se passe, c'est que j'en ai fini avec toi, nous deux, c'est terminé, et cette maison est la mienne maintenant. » « C'est notre maison, on l'a achetée ensemble », ai-je protesté. Elle a eu un petit sourire en coin. « Ah bon ? En fait, non. Vérifie l'acte notarié, il est exclusivement à mon nom, et ça depuis la signature chez le notaire. » Mon estomac s'est noué. C'est impossible, j'étais là lors de la signature de l'acte de vente. Tu as signé là où je t'ai dit de signer, Mathieu, tu n'as pas pris la peine de lire les petites lignes, n'est-ce pas? Je suis resté sans voix, incapable de bouger. Ramasse tes sacs et dégage, Mathieu, j'attends quelqu'un. Quelqu'un? Elle a jeté un coup d'œil à son téléphone. Ça ne te regarde plus. J'avais envie de hurler, de me battre, d'exiger des explications, mais quelque chose en moi s'est brisé net. Au lieu de ça, j'ai chargé mes sacs poubelles dans ma voiture, j'ai roulé jusqu'à un hôtel Ibis Budget en bordure de National et j'ai passé un coup de fil à quelqu'un que j'aurais dû appeler il y a des mois. Une semaine plus tard, tout allait basculer. J'avais rencontré Léa il y a 6 ans lors d'un gala de charité pour l'hôpital. Elle travaillait comme déléguée médicale pour un grand laboratoire pharmaceutique. Elle était sûre d'elle, magnifique et gagnait très bien sa vie. Moi, j'enchaînais les semaines de 60 heures comme ambulancier. Un salaire correct, mais rien de comparable au sien. On s'est mariés rapidement, peut-être trop vite, mais elle disait qu'elle admirait mon dévouement à sauver des vies, que ça la rassurait. Quand on a acheté le pavillon il y a 2 ans, elle s'est occupée de tout, l'agent immobilier, les dossiers administratifs, le prêt à la banque. « Tu travailles tellement, mon chéri, laisse-moi gérer tout ça, » me disait-elle. Je lui faisais une confiance aveugle. J'ai signé là où elle me disait de signer, sans poser de questions. Elle gagnait plus, il me semblait juste qu'elle s'implique davantage dans la paperasse. Il y a 3 mois, elle a été licenciée suite à une restructuration de son labo. Elle l'a très mal pris. J'ai alors pris toutes les gardes supplémentaires possibles, les nuits, les week-ends, tout ce qui se présentait. Je payais le crédit, les factures, les courses, absolument tout. Elle me disait qu'elle cherchait du travail, qu'elle envoyait des CV, qu'elle passait des entretiens. Je la croyais. Et maintenant, j'étais assis dans une chambre d'hôtel miteuse, épluchant nos relevés bancaires sur mon ordinateur portable. Le compte joint que nous avions ouvert après le mariage, là où je déposais mes fiches de paie depuis 2 ans. Le solde du mois dernier affichait 47 000 €. Le solde actuel? 140 €. J'ai fait défiler les transactions, des retraits, des virements, des avances de fonds, tous autorisés par Léa, et tous vers un compte que je ne reconnaissais pas. J'ai ouvert mes mails, retrouvé les documents de clôture de l'achat de la maison et je les ai lus attentivement cette fois-ci. Elle avait raison. La propriété était uniquement à son nom, mais le prêt immobilier ne l'était pas. Le prêt était à nos 2 noms. Je payais pour cette maison depuis 2 ans, chaque mois, mon argent et mon dossier de crédit étaient engagés, mais l'acte de propriété ne mentionnait que son nom. J'ai appelé la banque pour expliquer la situation. Le conseiller a sorti notre dossier. « Monsieur, vous êtes listé comme co-emprunteur, vous êtes solidairement responsable du prêt, mais effectivement, vous n'apparaissez pas sur le titre de propriété. C'est inhabituel, mais ce n'est pas illégal, » m'a-t-il expliqué. Ça arrive parfois lors de séparations compliquées. Nous ne sommes pas divorcés, ai-je précisé. Il y a eu un silence au bout du fil, puis il m'a conseillé de voir un avocat. J'ai raccroché et j'ai appelé David, un ami du lycée devenu avocat en droit de la famille. Je l'ai retrouvé le lendemain matin à son cabinet. Il a parcouru l'acte notarié, les documents de prêt et les relevés bancaires, puis il a levé les yeux vers moi. « Depuis combien de temps est-ce qu'elle prépare son coup ?» a-t-il demandé.
Difficile à dire, mais ce n'était pas impulsif. Le montage immobilier, les virements bancaires, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Est-ce qu'elle peut me mettre à la porte comme ça, ai-je demandé? Techniquement, c'est sa propriété, mais comme tu paies le prêt, tu as un intérêt légitime. Et comme vous êtes toujours mariés sous le régime de la communauté, les choses vont se compliquer très vite pour elle. Qu'est-ce que je dois faire? Tu ne fais plus rien, m'a-t-il dit. D'abord, tu arrêtes de payer le crédit immédiatement. Quoi? Tu m'as bien entendu, ne verse plus un centime, laisse-la se débrouiller. Mais mon crédit est lié au sien, si la maison est saisie, je coule avec elle. Elle pense avoir tout le pouvoir, Mathieu, voyons comment elle gère les responsabilités. Je n'ai pas payé le crédit ce mois-là, ni le suivant. David a lancé une procédure de séparation de corps, a fait geler certains avoirs et a exigé un décompte complet de l'utilisation des 47 000 €. Léa m'a appelé 3 semaines plus tard, pour la première fois depuis qu'elle m'avait jeté dehors. Qu'est-ce que tu fabriques, bordel? De quoi tu parles? J'ai répondu calmement. Le crédit. Tu as arrêté de payer. C'est ta maison, non? C'est ce que tu m'as dit, ai-je rappelé. Mathieu, ce n'est pas drôle, la banque a appelé, on a des impayés. Attends, je croyais que c'était ta maison à toi seul. Silence. Tu dois payer ta part. Pourquoi paierais-je pour une maison qui ne m'appartient pas et où je n'ai pas le droit de vivre? Parce que ton nom est sur le prêt. Ça ressemble à ton problème, Léa, pas au mien. Elle respirait fort, furieuse. Si la maison part en saisie immobilière, ça va détruire nos 2 dossiers bancaires pour 10 ans. Alors tu ferais mieux de faire le virement, ai-je conclu. Je n'ai pas l'argent, a-t-elle crié. Où sont passés les 47 000 € que tu as vidés du compte? Elle s'est tue. L'argent que tu as volé, Léa, il est où? Ça ne te regarde pas. En fait, si, nous sommes toujours mariés, c'est un bien commun et mon avocat a déjà déposé une demande d'expertise. J'entendais quelqu'un parler en arrière-plan, une voix d'homme étouffée. Elle a repris le téléphone. On doit se voir, s'il te plaît Mathieu, on peut s'arranger. Tu m'as laissé vivre dans un hôtel Formule 1 pendant que tu me dépouillais, et maintenant tu veux t'arranger? J'ai fait une erreur. Non, tu as fait un choix, maintenant assume-le. J'ai raccroché. 2 jours plus tard, David m'a appelé, tu dois voir ça. Il a fait glisser un dossier sur son bureau, c'était le rapport d'un détective privé. J'ai demandé à quelqu'un de suivre la trace de l'argent. J'ai ouvert le dossier, des virements bancaires, tous vers un compte appartenant à un certain Julien Moreau. C'est qui, Julien Moreau? Son amant, a répondu David. Il travaille dans la promotion immobilière, marié, 2 enfants. Mes mains sont devenues glacées. David a continué, elle le voit depuis 8 mois. L'argent? Elle l'aidait à couvrir des investissements foireux. Il l'a convaincu de vider tes comptes, de mettre la maison à son nom seul et de te virer. Pourquoi? Pour qu'elle puisse vendre la maison et partager le profit avec lui. Ils avaient prévu de partir ensemble dès que son divorce à lui serait prononcé. J'ai fixé les photos, Léa et Julien à la terrasse de restaurants chics, dans des hôtels, sa main à lui dans le bas de son dos. Est-ce que sa femme est au courant? Pas encore, a dit David en se penchant vers moi, mais elle pourrait l'être si on le décidait. J'ai regardé à nouveau le rapport. Et pour la maison? C'est là que ça devient intéressant, la maison vaut 340 000 €, elle doit encore 280 000 € à la banque. S'il y a une vente, il reste environ 60 000 € de plus-value. Elle voulait partager ça avec lui. Exactement, mais ce qu'elle ignore, c'est qu'en France, comme vous êtes mariés sans contrat de mariage spécifique, tu as droit à la moitié de la valeur nette, peu importe le nom sur l'acte. La maison a été payée avec des fonds communs pendant le mariage. Tu as des droits solides. Je me suis adossé à ma chaise. Qu'est-ce que tu suggères? David a souri, on va lui faire une offre qu'elle ne pourra pas refuser. David a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur la maison, une note légale indiquant que j'avais des droits de propriété. Cela a bloqué toute vente potentielle. Léa ne pouvait plus vendre, ne pouvait plus renégocier son prêt, elle ne pouvait plus rien faire sans ma signature. Elle m'a appelé en hurlant, « Tu n'as pas le droit. » C'est déjà fait, ai-je répondu. C'est ta maison que tu ne peux pas payer.
Tu en es à combien de mensualités de retard? 3. Silence de mort. La banque m'a envoyé l'avis de mise en demeure. Léa, je suis toujours sur le prêt, tu te souviens? Ils nous contactent tous les deux. Je vais trouver une solution, a-t-elle balbutié. Avec quel argent? Tu as tout donné à Julien. Elle a eu un hoquet de surprise. Comment je sais tout, Léa? La liaison, les virements, sa femme, ses gosses. Mathieu, je t'en supplie, voilà ce qui va se passer, tu vas accepter de vendre la maison, on partage la valeur nette après que tu auras remboursé les 47 000 € que tu as volés sur notre compte. Ce n'est pas juste, a-t-elle osé dire. Sinon, j'envoie tout le dossier à la femme de Julien, à ta famille, et je laisse la banque saisir la maison, ce qui va te griller à la Banque de France pour les 10 prochaines années. Un long silence a suivi. Tu n'oserais pas, j'entendais ses pleurs à l'autre bout du fil. J'avais besoin de cet argent, Julien disait que c'était un investissement. Julien est un menteur qui s'est servi de toi comme tu t'es servi de moi. Qu'est-ce que tu veux? Signe les papiers du divorce par consentement mutuel, accepte l'accord financier et on en reste là. Sinon, je brûle tout et tu perds absolument tout. Elle a raccroché. 3 jours plus tard, David m'appelait pour me dire qu'elle avait signé. La maison a été vendue en 6 semaines. Après avoir remboursé le prêt et partagé le reste, Léa est repartie avec 8 000 € en poche. Moi, j'ai récupéré 22 000 € plus les 47 000 € qu'elle a dû me rendre, puisés dans ce qui restait de l'argent de Julien. Il s'est avéré que Julien ne voulait plus du tout l'aider une fois que sa femme a tout découvert. Ce n'est pas moi qui lui ai envoyé les preuves, c'est David qui l'a fait de manière anonyme, par courtoisie professionnelle, comme il disait. La femme de Julien a demandé le divorce 2 semaines plus tard, elle a pris les enfants, la maison et tout le reste. Léa m'a appelé une dernière fois, tu as détruit ma vie. Non, tu l'as fait toute seule, ai-je répondu. Julien n'allait jamais quitter sa femme, Léa. Tu étais juste une planque pratique pour cacher de l'argent avant son propre divorce, et tu as plongé tête baissée. Elle pleurait. Je l'aimais. Tu ne m'as même pas aimé, moi, et j'étais ton mari. J'ai fait une erreur. Tu en as fait beaucoup, me mettre dehors était juste la dernière. Silence. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, a-t-elle demandé. Tourner la page, recommencer à zéro, trouver quelqu'un qui m'estime vraiment. Je t'estimais. Non, tu estimais mon salaire, il y a une différence. J'ai raccroché. Le divorce a été finalisé 3 mois après. J'ai utilisé l'argent de l'accord pour verser l'apport d'un petit appartement à Lyon. Une chambre, rien de luxueux, mais c'était à moi. Mon nom sur l'acte, mon crédit, ma vie. J'ai croisé Léa 6 mois plus tard dans un supermarché. Elle avait l'air changée, fatiguée, plus vieille. Elle n'a rien dit, elle m'a juste regardé. J'ai fait un petit signe de tête et j'ai continué mon chemin. 1 an après le divorce, j'ai reçu un message sur Facebook. Mathieu, je te dois des excuses pour tout, j'ai été égoïste et stupide, tu méritais mieux, j'espère que tu vas bien. Je l'ai fixé longtemps. Une partie de moi voulait répondre, dire quelque chose de cruel pour remuer le couteau dans la plaie, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste supprimé le message. Elle ne méritait plus ma colère, ni mon pardon, ni quoi que ce soit d'autre. Elle était juste une inconnue que j'avais croisée autrefois. J'ai continué à travailler, j'ai repris mes gardes normales, j'ai arrêté les doubles semaines et j'ai recommencé à avoir une vie sociale. J'ai fini par rencontrer quelqu'un, une infirmière nommée Camille qui travaillait aux urgences. Elle m'a proposé de prendre un verre après une intervention particulièrement éprouvante. On a pris notre temps, sans précipitation, sans secret. Quand les choses sont devenues sérieuses, je lui ai montré l'acte de propriété de mon appartement. « Pourquoi tu me montres ça ?» a-t-elle demandé. « Parce que j'ai besoin que tu saches que je possède ceci, moi seul, et que si jamais on achète quelque chose ensemble, nos 2 noms seront sur chaque document. » Elle m'a regardé longuement. « Quelqu'un t'a vraiment fait du mal, Mathieu. » « Oui, mais je sais que tu n'es pas elle. »« Je sais, mais j'avais besoin de le dire quand même. » Elle a hoché la tête, c'est tout à fait juste. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Une petite cérémonie, juste la famille et les amis proches. Mon frère était mon témoin cette fois, pas quelqu'un qui pourrait me trahir.
Et quand nous avons signé les papiers pour notre première maison ensemble, j'ai lu chaque page, chaque ligne, nos deux noms, tout à parts égales, exactement comme cela aurait toujours dû l'être.